J'ai commencé mi-2018 où j'ai découvert la formation que j'ai partagée avec toi, la première version de la formation, et j'ai créé entre 12 et 15 books qui m'ont coûté à l'unité en 500-600 $ chacun. Donc c'était un investissement d'environ 10 000 $. Et au bout de 4-5 mois, donc là on arrive fin 2018, j'ai fait mon premier gros mois, je crois que c'était novembre, j'étais à 16 000 $ en profit mensuel. Et ensuite, en 2019, donc début 2019, c'est là où j'ai commencé à scale, donc à grossir les opérations, à créer des nouveaux audiobooks, où là je suis monté les mois de février-mars, environ 28 000 $, un peu en dessous de 30 000 $ de profit mensuel. Salut Arnaud, Salut. bienvenue sur le podcast des makers. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va nickel. Donc aujourd'hui, tu fais ce petit call de Bangkok, il me semble. C'est ça, ouais. Bangkok, Thaïlande. Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Alors Bangkok, c'est une ville où je suis venu assez régulièrement. Là, c'est peut-être la quatrième ou cinquième fois que je viens. Et ça fait 4 mois que je suis ici, cette fois. Mais en tout, si je cumule, ça va faire j'ai peut-être passé 2 ans en tout à Bangkok. Pas mal. Donc tu es un expatrié à Bangkok alors. Ouais, c'est ça. Écoute, je t'ai invité aujourd'hui parce qu'on a parlé de toi dans le podcast avec Antoine, qui est du coup le deuxième podcast qu'on a publié. Et on a parlé pas mal de process et de management. Et toi, c'est ta compétence principale. Et c'est marrant parce que si on reprend ton parcours, tu es le contre-exemple du Shiny Object parce que tu as fait pas mal de différents business et en fait, tu as réussi comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte avec du recul que ce que tu apprenais tout du long, c'était pas le business en lui-même, c'était plus ta capacité à embaucher, manager, créer des process et automatiser les choses. Et du coup, si on peut reprendre ton parcours dès le début, par quoi tu as commencé? Alors, au début, quand j'ai commencé l'aventure on va dire, digital nomade, je suis allé à Chiang Mai. C'est là où j'ai commencé, en fait, à faire de l'affiliate marketing, ou avec du paid. Donc pas de l'affiliate SEO, mais vraiment du paid media. Où là, j'ai essayé ce business model pendant, on va dire, environ 6 mois, et ça n'a pas vraiment pris, parce que j'ai pas réussi en fait à faire fructifier ce business. J'ai pas rencontré, je pense, les bonnes personnes, et aussi en termes de timing, c'était pas idéal. C'était à l'époque les ads sur mobile qui arrivaient en pop-up, et j'avais pas vraiment réussi à faire ressortir ce business et à être très performant là-dessus. Ensuite, le, j'ai essayé ensuite le dropshipping. C'est là où, en fait on s'est rencontrés. C'était à peu près en 2018, ouais. Où là c'est là où j'ai rencontré aussi nos amis australiens. C'est comme ça qu'on s'est tous rencontrés en fait. Où là j'ai aussi, on va dire, fail dans le sens où j'ai pas vraiment réussi à terminer ce projet. J'ai aussi passé, je pense, 6 mois, entre 4 et 6 mois, à vraiment essayer de pousser ce business model. Et je pense que là, la raison, c'était, je pense, d'une certaine manière, le timing, parce que c'est vrai qu'en 2018, le dropshipping, c'était déjà beaucoup plus compliqué que en 2015, on va dire. Et aussi, je pense, mon intérêt pour ce business model. C'est vrai que vendre des coques de téléphone ou ça m'excitait pas trop, en fait, même si j'aime bien le branding. Et ensuite, donc c'était fin 2018, je crois, où là j'ai commencé le nouveau business model du publishing et l'édition de books en ligne sur Amazon et d'audiobooks, où là ça a commencé à vraiment prendre, et c'est là où j'ai vraiment commencé à appliquer mes skills d'automatisation, de scaling et de recrutement, etc., etc. Ok. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui ont testé le dropshipping et ont arrêté ont en commun, c'est le désintérêt du business en lui-même. C'est vendre des produits auxquels tu ne crois pas, vendre des produits de mauvaise qualité,
Et en fait, tout le business est basé sur faire de l'argent et il n'y a pas vraiment de but à la fin. Et j'ai l'impression qu'on se retrouve pas mal là-dessus parce qu'à à l'époque, du coup, en 2018, comme tu dis, on était avec un groupe d'Australiens, on était les seuls Français dedans. Et ils faisaient tous du dropshipping. Et moi-même, je faisais déjà de l'édition de site et je m'étais chauffé à lancer un site. Mais c'est vrai que la passion, elle n'était pas là du tout, quoi. Elle n'était pas là parce que c'est faire de l'argent. Après, je respecte le dropshipping, mais c'est vraiment faire de l'argent et tu regardes pas trop ce que tu vends, quoi. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Et ce qui m'intéresse, c'est cette deuxième partie, parce que je pense pas que beaucoup de personnes connaissent vraiment ce que c'est le publishing. J'en avais parlé il y a un petit moment, mais j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus en détail ce que c'est. D'accord. Alors le publishing, tu vois par exemple les labels de musique qui représentent en fait un artiste, par exemple un chanteur, qui vont et ensuite ils vont s'occuper de la distribution, du marketing, etc. En fait, le publishing, c'est un peu le même principe. C'est un peu comme une maison d'édition en fait, où tu trouves des écrivains et tu t'occupes du marketing et tu publies ensuite les contenus en ligne sur différents formats. Ça peut être des books, ça peut être des Kindle, ça peut être des audiobooks. Euh, et ensuite, tu es payé par rapport au nombre de ventes que tu fais et tu gardes un pourcentage. La plupart des books, des livres que tu vas vendre, quel que soit le format, ça va être 70% sur Amazon, parce que c'est le plus gros marché en ligne pour la vente de Kindle, de books et d'audiobook via Audible, qui est assez connu en France aussi et dans le monde. Et donc ce sont les moyens de distribution, mais tu peux aussi distribuer tes books sur Barnes Nobles par exemple, sur Hoopla, sur d'autres sites en ligne qui te permettent aussi de faire des ventes des books que tu as créés. Et ça, c'est à peu près 30% du marché. Et voilà, en termes de produits, on a donc les audiobooks, qui sont des books au format audio qu'on peut écouter, un peu comme ce podcast-là où tu vas press play et ensuite écouter le book au lieu de le lire. Donc c'est pratique pour lorsque tu es dans les transports par exemple ou que tu fais autre chose. Moi j'adore par exemple les audiobooks et écouter des podcasts quand je suis dans les transports ou quand je suis à la salle de sport par exemple. Et là les formats book, euh, formats livres classiques qu'on appelle paperback ou hardcover, qui sont en fait les books tu vois classiques que tu achètes à la librairie. Et donc ça c'est assez moi c'est la partie que j'aime parce que tu crées en fait un produit physique où ensuite tu peux commander, tu peux le lire directement, c'est dans tes mains, sans forcément que ce soit tu vois du dropshipping ou quoi. Là tu as aussi le côté physique produit et Kindle en fait qui est principalement sur Amazon Kindle où là tu c'est un format en fait sur les petits Kindle que tu peux lire dans un parc tranquillement posé et voilà. Donc c'est un business model qui est on va dire moi je trouve qu'il est très proche du SEO parce que par exemple dans l'édition de sites tu vas créer des sites sur des thématiques différentes et et l'idée c'est de voilà c'est de créer plein de contenus et de les mettre à disposition et d'essayer de revenir en premier sur les moteurs de recherche, Google en l'occurrence. Là l'idée c'est un peu de créer des contenus où il y a une énorme demande derrière, où la compétition est pas trop élevée et au final tu vas réussir à remonter en première page sur Amazon et tu vas générer un nombre élevé de ventes. Et voilà. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, quand toi, tu t'étais lancé là-dedans, il me semble que c'était fin 2018, début 2019. Ouais, c'est ça, ouais. C'était mi-2018, ouais. Ouais, du coup, tu avais, bah, t'avais plutôt bien réussi là-dedans. On reviendra après aux chiffres que tu as pu faire grâce à ça. Et moi, il y a un moment, je me suis dit, ça peut être intéressant de développer ça sur mes sites. Du coup, de créer des sites sur Amazon et de les pousser avec mes sites anglais sur lesquels je rankais à l'époque. Et c'est vrai que bah, du coup, j'avais pris la formation. Si tu peux rappeler le nom de la formation? Alors, c'était la formation qui a été créée par les Michelson Twins, qui s'appelle maintenant Audiobook Income, Académie, quelque chose comme euh, ça. Audiobook Academy. Ouais. Alors, ils ont changé de nom, ils sont rebrandés récemment. Mais ouais, ouais. C'était la première formation que j'avais eue et que je savais passer. Et du coup, ouais, donc on avait parlé un peu, et moi je me suis dit, ok, je vais me lancer dans ce business model, pardon.
Et c'est vrai que si tu reprends le process, ça ressemble énormément à l'édition de site. Parce que si on reprend le process et tu commences par chercher une niche, donc tu vas chercher une niche, donc ça peut partir d'un mot-clé ou plus une thématique, un peu comme une ultra niche en édition de site. Ça va être par exemple comment dresser son chien. Et tu vas trouver cette niche sur Amazon. Et toi, tu vas essayer de créer le contenu qu'il faut, donc créer ta structure parfaite en allant sur Quora, Reddit, pour aller chercher, étudier le persona, un peu la personne euh, que tu vas viser. Et ensuite, tu vas avoir tes rédacteurs qui vont rédiger le livre. Et après, toi, tu fais toute la partie publication. Alors, il y a énormément d'étapes dedans. C'est assez complexe quand tu t'y connais pas. Mais c'est vrai que le process, c'est recherche de niche, euh, trouver des idées de contenu, créer le contenu et publier. Et après, où les personnes te trouvent, c'est en général Amazon via le moteur de recherche. Donc, si tu es premier sur comment dresser ton chien, tu vas avoir du trafic gratuit par Amazon et en fait, tu vas faire tes ventes via Amazon. Et c'est vrai que c'est pas mal, c'est que tu as aussi un espèce de revenu récurrent, c'est qu'une fois que tu es positionné, c'est entre guillemets un revenu passif. Moi, à l'époque, j'avais sorti un seul livre en anglais et c'est vrai que je touche toujours des revenus dessus. Ça fait quoi, quasi 2 ans, je crois. Alors, c'est quasiment rien, c'est 70 $, même pas par mois, mais quand même, ce livre se vend toujours. Et c'est vrai que le process ressemble énormément à celui de l'édition de site. Et c'est là où c'était intéressant. Et toi, tu disais, donc c'est à ce moment-là que tu as commencé à apprendre à recruter les bonnes personnes, créer des process et les manager. Oui, c'est ça, en fait. Le process, comme tu disais, est assez compliqué dans le sens où il y a beaucoup d'étapes. Mais par exemple, quand tu veux créer un livre, donc tu as, on va dire, des étapes qui sont qui demandent pas mal de connaissances, comme la recherche des mots-clés, la recherche, la, la R&D, la recherche et développement, où en fait c'est toute la phase où tu vas regarder le marché, tu vas essayer de trouver un angle stratégique dans une niche qui a une compétition, on va dire moyenne ou élevée, euh, mais où la demande est très forte par rapport à la compétition, donc un bon ratio de compétition et demande, où tu veux trouver en fait euh, une stratégie pour apparaître en première page parmi les autres compétiteurs. Ça peut être un angle un peu particulier, euh, pro, euh, donner des bonus par exemple ou une certaine valeur ajoutée. Et en fait, cette stratégie d'arriver sur la première page, elle demande quand même pas mal de connaissances du marché. Donc ça, c'est par exemple une étape que je vais faire moi-même, qui est un peu high level. Donc ça, c'est très dur à déléguer. Par contre, tout ce qui est lié à la production du book, donc l'écriture, l'édition, le proofreading, pour être sûr que le manuscrit est de bonne qualité et peut être publié sans faute de grammaire. Euh, Tout ce qui est la publication sur des sites de promo du livre afin de récupérer, d'arriver, d'accumuler en fait des reviews qui vont permettre de pousser le book en haut de la première page. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent être délégués, qui sont très time consuming, qui demandent pas mal de temps et qui sont assez, on va dire, laborieux à faire et répétitifs, un peu comme la création de contenu dans l'édition de site, où là tu vas déléguer. Et en fait, il y a toutes ces étapes qui sont intermédiaires. Euh, j'ai euh, j'ai réussi en fait à le déléguer et à créer des process et des SOPs qui permettent ensuite d'à la fois de déléguer toutes ces tâches et de trouver les bonnes personnes et les former assez rapidement via tu vois les SOPs, les vidéos de formation et on va dire 2 3 semaines d'onboarding où tu vas euh, faire en sorte voir si la personne que tu as recrutée a les compétences et s'il y a on va dire une collaboration qui se crée et que les process et tout soient bien fluidifiés afin que tu arrives à atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Moi, par exemple, les KPI que j'ai sur le publishing, c'est le nombre de books que tu vas créer. En fait, il y a un certain niveau de qualité que je me donne, et en fait, le vrai KPI, c'est le nombre de books que tu vas créer. Parce qu'en fait, dans ce business model, un peu comme tous les autres business models, tu as la loi de Pareto qui s'applique, où tu as 80% où t'as 80% des revenus qui vont être générés par 20% des produits que tu vas faire, que tu vas poster. Donc en fait, l'idée c'est à la fois d'avoir cette approche de volume
Donc où là ça demande d'avoir des euh, des process et une structure qui soit vraiment très claire et une certaine qualité où là la qualité des process, les personnes que tu recrutes et la formation que tu suis, être sûr que voilà la couverture du livre est de très bonne qualité. Donc il faut trouver les bons designers. Euh, donc ouais, il y a pas mal de on va dire d'éléments à mettre en place, à organiser. Et je pense que pour ce business model-là, qui est, on va dire, relativement complexe, mais pas non plus, on va dire, impossible, ça met environ 3 à 6 mois avant d'avoir vraiment une équipe d'écrivains, des formateurs pour le formatting du book, trouver les bons designers avec qui t'aimes travailler, etc., afin d'avoir un process qui permet derrière de générer. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir créer un book tous les 10 jours. Donc 3 books par mois. Ça, c'est vraiment lorsque toute l'organisation, la structure est vraiment très bien huilée et que tout se passe bien. Euh, pour le moment, je pense que je suis capable d'en créer, on va dire, un et demi, deux par mois, ce qui est déjà très bien. Et si tu veux, après, on parlera des revenus qu'on peut faire par rapport à ces books et du potentiel de ce business model. Mais c'est déjà très bien. Et ouais, tu voulais développer plus sur les process, c'est ça? Ouais, moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est alors, on va décortiquer le process. On va dire qu'il y a le recrutement, la création de process et le management. Et j'aimerais bien qu'on commence par le recrutement. C'est quoi ta stratégie de recrutement, toi, aujourd'hui? Alors, la stratégie de recrutement, c'est on recrute beaucoup sur Upwork et Fiverr. On va dire pour toutes les tâches qui sont vraiment très basiques, comme le formatting du manuscrit, la mise en forme du manuscrit. Ça va être sur Fiverr, parce qu'en fait, c'est des gigs qui sont à 15, entre 15 et 50 dollars euh, pour pour ces étapes-là. Pour tout ce qui est design, ça va être des graphistes qui sont sur Upwork ou qui sont sur 99 Design, qui est en fait un site où tu peux recruter des graphistes qui sont en général, on va dire, qui ont un meilleur niveau. Et le type de book que moi je crée, c'est des books qu'on appelle high content, c'est-à-dire c'est des books de qualité d'environ 30 000 caractères, 30 000 words, pardon. Donc ça représente environ un book de 150 pages environ, entre 130 et 160 pages en fonction du format. Donc ça demande pas mal de qualité en termes de design. Donc là, on va recruter des designers qui sont sur 99 Design. Et on va dire une fois que tu as trouvé des designers à qui tu aimes travailler, en général, on va continuer de travailler avec eux. Par contre, en termes de prix, par exemple pour les designers, ça va être plutôt vers du 100 dollars, 150 dollars pour une cover. Euh, avec les designers à qui je travaille en ce moment, c'est à peu près ces niveaux-là. Où là, tu vas vraiment avoir un travail de qualité. Et comme la cover, c'est un élément qui est très important, c'est important de beaucoup investir dedans. Donc voilà, en termes de recrutement, c'est assez basique, c'est sur Upwork. Et une fois que le recrutement est fait, ensuite il y a l'onboarding. Mais dans tout ce qui est le recrutement, j'ai des process où en fait je poste le job post, en fait l'annonce. J'ai déjà un template d'annonce qui est créé pour chaque position que je recherche. Euh, et on va dire que mon process exact sur Upwork, par exemple, c'est d'envoyer le job post, d'attendre une journée, et ensuite le lendemain, regarder tous les candidats qui ont postulé, et en plus rechercher des candidats manuellement avec des mots-clés, où là tu vas regarder chaque profil en filtrant en fonction de ce que tu recherches. Si tu veux quelqu'un d'expérience, tu vas prendre quelqu'un qui a déjà qui a déjà gagné plus de 1000 dollars par exemple. Tu as des filtres comme ça où tu vas pouvoir ensuite vraiment trouver des candidats qui sont potentiellement intéressés. Donc là, c'est plus de l'outreach où tu vas parce qu'en fait, il y a pas mal en général les candidats qui vont postuler pour ton job, ça va être des candidats qui recherchent des missions en ce moment. Donc c'est pas forcément les candidats qui sont déjà débordés de travail parce qu'ils sont excellents et que tout le monde les veut. Donc il y a aussi, je pense que c'est aussi important de faire de l'outreach où en fait tu vas manuellement regarder les profils où là le taux
de réponse va être plus faible parce qu'en fait, tu vas souvent tomber sur des personnes sur Upwork qui sont déjà trop occupées, qui peuvent pas travailler sur ton projet ou ton rate est trop faible. Mais moi, c'est comme ça que j'ai trouvé en général les meilleures personnes à qui travailler. Par exemple, mon éditrice qui s'occupe de faire le follow-up du writer et qui donne des feedbacks à l'écrivain afin d'être sûr qu'il suit les directives et donner des conseils sur on va dire, sur le ton à prendre, sur le type d'écriture à faire. Je l'ai trouvé de cette manière-là. C'était en outreach. En fait, c'est très dur de trouver un bon éditeur. Et les éditeurs qui postulaient pour mon annonce étaient en général, on va dire, avaient pas le niveau que je recherchais. Donc voilà, je pense que l'outreach, c'est assez important. Donc l'outreach, donc essayer d'aller rechercher par toi-même. Et toi, le type de profil que tu recherches, c'est des personnes compétentes. Pour le coup, c'est vrai que si on revient sur le publishing, il me semble que tu as commencé un peu comme ça, mais tu avais un peu le dropshipping du publishing où tu publiais des contenus qui sont pas vraiment de bonne qualité, mais le but, c'est de vendre rapidement. Et tu as la deuxième partie qui est comme créer des sites d'autorité en édition de site, c'est créer des livres vraiment de qualité qui vont durer sur le temps. Et toi, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça? Ouais, c'est ça. Euh, quand on s'est rencontrés, lorsque j'avais commencé la première stratégie de créer des audiobooks, c'était pendant la période où les audiobooks explosaient. Il y avait très peu d'offres sur Audible et il y avait beaucoup de demandes parce qu'en fait les audiobooks c'était un peu, on va dire, nouveau et à la mode. En plus t'as les AirPods qui venaient de sortir, etc. T'avais tout cet engouement pour les audiobooks. Et en fait là c'était vraiment une question de créer des contenus très vite, rapidement et les mettre à disposition. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer une quinzaine d'audiobooks qui m'ont coûté vraiment très peu cher. Je crois que la production pour un audiobook c'était environ $500 à l'époque, et ça inclut l'écrivain, la narration et le marketing. Vraiment, j'ai pompé des contenus et je les ai publiés sur Audible, et ça a cartonné parce que c'était le bon moment en fait. C'était là où il y avait énormément de demandes. Et par exemple, j'étais premier sur les mots clés sur stoïcisme, sur la philosophie du stoïque en fait, où en fait j'avais un angle qui avait très bien marché, qui était Stoicism in Modern Life, où en fait il y avait que quelques books qui en fait prenaient l'angle, on va dire, de la grecque antique, où tu vois une statue un peu vieillotte qui disait voilà, apprenez le stoïcisme. Et moi j'avais créé une cover en fait qui était très moderne avec des couleurs un peu fluo, qui disait le stoïcisme adapted for your modern life, donc pour la vie d'aujourd'hui. Et ça a cartonné. Et j'étais premier pendant quasiment un an sur Stoicism. Et ce book-là, il a fait plusieurs dizaines de milliers d'euros en fait de revenus. Et 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 c'est vrai celui-ci t'avait qu'ensuite coûté combien? Désolé. il a coûté 400, $500 à créer. Donc ça, c'était un home run. Sans compter le temps que tu as passé dessus, il t'a rapporté des dizaines de milliers d'euros, c'est ça? Voilà. Ouais. 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 Et du coup, si on revient donc à ton process aujourd'hui, c'est vraiment rechercher des personnes de qualité, donc sur différentes plateformes, Upwork, 99 Design, etc. Une fois que tu les as recrutés, tu fais l'onboarding. Du coup, tu vas créer des process. Tu vas créer tes process toi pour leur apprendre comment tu fais ça et quel type d'outils tu utilises là-dessus. Alors, c'est assez basique. En fait, je pense que ce process-là est très simple. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais le travail moi-même 2 ou 3 fois. Donc, on va prendre l'exemple par exemple, publier le book sur Amazon. Donc, c'est-à-dire, il faut cliquer sur publier un nouveau book, prendre les fichiers, les uploader, euh, mettre le titre au bon endroit, etc. Trouver les mots-clés des catégories. Voilà, tout ça, en fait, je vais le faire moi plusieurs fois pour mes premiers books, par exemple, et je vais m'enregistrer pendant que je vais le faire. C'est-à-dire, je vais enregistrer mon écran et je vais expliquer pendant que je le fais euh, le chaque étape. Je veux dire, voilà, donc là, j'upload le fichier, ensuite je descends,
il faut faire attention à cet élément parce qu'il faut pas cliquer ici, mais bien cliquer ici, c'est important, etc., etc. Où je vais en fait créer une vidéo qui va, euh, qui va vraiment expliquer en détail le process. Une fois que j'ai cette vidéo, potentiellement, si c'est un élément important, je vais aussi écrire en fait les étapes, une sorte de récapitulatif, une sorte de to-do list en fait, de checklist où en fait voilà il faut faire cette étape-là, ensuite cette étape-là, etc. en supplément de la vidéo. Et ensuite, une fois que j'ai ces deux éléments, je les mets sur un serveur et je donne accès à la personne que j'ai recrutée, donc on va dire le virtual assistant, le VA qui va ensuite le faire. Et là, je lui dis, voilà, donc il faut que tu fasses ça, regarde la vidéo et fais-le pour ces boucles-là qui ont besoin d'être mis en ligne. Et donc, je vais aussi donner, on va dire, un objectif en termes de temps, de combien de temps cette étape doit prendre. Donc, par exemple, si moi j'ai mis 6 minutes pour faire ce process-là et que je considère que je suis allé assez vite, je vais donner, voilà, ça doit être fait en 10 minutes. Et ça me permet de connaître, en fait, de le faire moi-même et de faire toutes ces étapes-là. Ça me permet de savoir combien de temps la tâche va prendre et donc combien je vais payer en fait pour cette tâche-là. Parce qu'il y a un élément que j'aime pas, c'est payer au taux horaire sans créer en fait toutes ces tous ces process parce qu'en fait on sait pas forcément combien de temps ça va prendre si tu l'as pas fait toi-même et euh, et c'est plus efficace comme ça. Je sais exactement combien de temps ça prend et combien ça va me coûter. C'est vrai que c'est important ça parce qu'il y a, tu vois, il y a beaucoup de personnes, par exemple, dans l'édition de site, qui me disent, voilà, j'ai un gros budget, qu'est-ce que je peux faire pour accélérer les choses? Et je dis tout le temps de faire le premier site soi-même de A à Z, que ce soit rédiger un article, mettre en ligne un article, créer le site, faire du netlinking pour être au courant justement de ces process-là. Et comme tu dis, d'être capable de savoir, OK, ça me prend tant de temps, tant de temps, tant de temps, je dois payer à peu près ce prix-là. Parce que si tu fais pas ces process, enfin, si tu fais pas les choses avant de créer les process, tu y vas un peu à l'aveugle et c'est là où tu peux payer des sommes astronomiques pour un service qui prend en fait 10 minutes, tu vois. Et c'est intéressant du coup que tu fais ça. Donc toi, tu as fait en fait toutes les étapes de la création d'un livre, de A à Z, recherche de mots-clés, créer la cover, etc. Et à chaque fois, en fait, tu l'as fait 2, 3 fois, on va dire, parfois un peu plus, et tu as créé un process vidéo plus écrit pour chaque étape. Est-ce que ces process sont mis à jour par toi-même ou tu les mets à jour de temps en temps ou tu les laisses comme ça ou quelqu'un d'autre les met à jour? Alors en général, les process, à moins qu'il y ait un update ou un élément qui change, c'est assez peu fréquent de devoir les changer. Et aussi, la chose à considérer là-dessus, c'est que la personne que tu vas recruter et qui va utiliser en fait cette vidéo, en fait, la vidéo, elle est là pour former la personne, mais la vraie raison de créer ces vidéos-là et ces SOP, c'est que si la personne que tu as recrutée pour cette tâche, par exemple, n'est plus disponible ou ne souhaite plus travailler avec toi, tu peux très facilement trouver quelqu'un d'autre. Et t'as pas besoin de stresser, de dire, oh, il va falloir que je repasse des jours à former la personne, etc. Tu peux juste donner l'accès à la vidéo, la tester en une journée, expliquer les choses très simplement, parce que tu as déjà tout qui est en place. Il n'y a pas vraiment, en général, d'update à faire. Et si c'est le cas, ça va être, je vais demander en fait au virtual assistant de le faire lui-même, c'est-à-dire de recréer une vidéo ou alors ajouter l'étape dans la to-do list. Mais ouais, mais en général, en fait, cette vidéo-là, elle va être regardée quelques fois et une fois que le virtual assistant va connaître le process, ensuite c'est bon en fait, il est formé et et c'est bon. On va dire c'est vraiment, on va dire une sécurité de créer des process. Ça permet, on va dire à ta production de pas être ralenti en cas de désistement d'un des d'une des personnes que tu as recrutées qui fait une tâche particulière. Que souvent les tâches, en tout cas c'est le cas dans le publishing, les tâches sont les unes après les autres et sont interconnectées. C'est-à-dire que je dois avoir l'édition doit être faite du manuscrit avant de pouvoir formater le manuscrit. Sinon je vais formater avec des erreurs. Donc si par exemple le formateur
qui formate le manuscrit n'est plus disponible, en fait, ça ralentit toute la production. Donc l'idée, c'est d'avoir ces process. C'est une sécurité en cas de, tu vois, si une personne arrête de travailler pour toi, tu peux trouver très rapidement derrière une personne. Et tout à l'heure, on parlait de du process pour créer en fait pour trouver les personnes à recruter. Et en fait, lorsque je recrute, c'était un élément que j'ai oublié de partager. Je vais je vais pas m'arrêter en fait à une fois que j'ai recruté une personne. Par exemple, l'éditeur, j'ai trouvé mon éditeur. Et ben, je vais partir avec cette personne-là et je vais et c'est tout. Et je vais ignorer tous les autres candidats. Ce que je fais, c'est que j'ai un fichier. En fait, une fois que j'ai trouvé des candidats qui sont à fort potentiel, où j'ai posé pas mal de questions, je les ai, on va dire, filtrées. Je vais les garder en fait en réserve avec leurs contacts au cas où la personne que j'ai recrutée, et c'est arrivé assez régulièrement. Ça arrive assez régulièrement que une personne que j'ai recrutée va ensuite, pour X raisons, arrêter de travailler pour moi. Et ben derrière, j'ai déjà, on va dire, une liste de deux ou trois autres profils qui sont intéressants, qui sont potentiellement toujours disponibles pour travailler pour moi, pour prendre la place de cette personne. Ouais, c'est un peu, tu as une équipe type et tu as tes remplaçants derrière. Et c'est vrai que ça, c'est un process que j'avais appris via Authority Hacker, le process de recrutement, et qui était vraiment pas mal. C'était créer un Google Form, donc un questionnaire Google que tu mets en lien sur tous tes posts que tu vas poster sur Upwork ou peu importe. Les personnes vont sur ces questionnaires, remplissent les questions. Donc, est-ce que vous êtes d'accord de travailler à ce prix-là? Est-ce que vous êtes disponible 10 heures par semaine, etc., etc. Ensuite, le Google Form va dans un Google Sheet et ça fait que tu as ta liste de personnes, de candidats. Ensuite, tu vas les noter suivant leurs réponses. Tu vois, par exemple, tous ceux qui ne sont pas d'accord de travailler à ce prix-là, ils vont avoir un 3 parce que tu vas les mettre en dernier. Ceux qui sont d'accord, ils vont avoir un 2, etc. etc. Et ceux qui ont un 1, c'est-à-dire les meilleurs candidats, tu vas en avoir 3. Et en général, tu vas faire une interview, donc tu vas les prendre en interview de recrutement, les 3, et tu vas prendre le meilleur. Et du coup, après, tu as 2 remplaçants au cas où. Est-ce que c'est un peu ça que tu utilises comme process? Alors moi, ça va pas jusqu'à ce niveau de détail. Euh, moi, j'aime bien en fait garder, on va dire, un process assez simple. J'utilise seulement Google Sheet où je vais lister euh, les candidats avec une note en face où je vais expliquer, par exemple, le prix horaire, leur taux horaire, où je vais leur disponibilité, vraiment des éléments assez factuels, avec peut-être un commentaire s'il y a un élément très, tu vois, particulier pour cette personne. Donc c'est assez simple. Et ensuite, alors je sais pas si toi tu fais beaucoup d'interviews vidéo ou de calls avec eux quand tu les recrutes. Est-ce que tu fais ça? Je le fais de plus en plus parce que j'ai remarqué qu'il y a quelque chose d'assez important, c'est de voir la tête de la personne. Pas que je vais juger sur le physique du tout, mais c'est important pour un aspect confiance parce que tu vois, j'ai eu, quand on s'était rencontrés en 2018, j'ai eu des mauvaises expériences en tant que freelance de travailler pour quelqu'un qui m'a jamais payé, tu vois. Et en fait, une fois que tu vois la tête de la personne, même s'il a un faux nom ou quoi que ce soit, la personne sait que tu vois, as vu sa tête. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui amène la confiance, un peu plus de confiance en la personne. Et tu peux plus juger la personne en la voyant, comment elle réagit, comment elle répond aux questions, si tu vois que c'est vrai ou c'est faux. Et moi, j'ai ajouté ce process-là euh, récemment, justement, pour combler ce manque, quoi. Parce que toi, tu le fais ou pas? Alors, je le faisais pas du tout avant, jamais. Et j'ai commencé à le faire récemment. Mais vraiment, c'est même pas un entretien, on va dire, c'est juste une conversation où pendant l'onboarding, c'est-à-dire la période où je vais commencer à travailler avec la personne, je vais dire, écoute, on va faire un petit call rapidement pour parler voilà, pour faciliter le lancement, pour que je te donne les accès et t'expliquer vite fait. Et c'est un call qui en général dure 5 minutes, 5-10 minutes. Et c'est même pas un call vidéo, c'est juste un call au téléphone sur WhatsApp. Et en fait, un élément intéressant que j'ai remarqué, et c'est là où je te rejoins là-dessus, c'est que ensuite la personne est ça donne un aspect un peu plus humain. Et je pense que j'ai vu que le ton avait changé. Par exemple, avec mon éditeur, Ruth, elle a,
elle était plus ah non, non, amicale. Enfin, c'est assez étrange de d'écrire ça, mais c'était plus, on va dire, un ton humain. C'était plus, on va dire, on est moins ce rapport de client et prestataire. C'était plus un rapport de, voilà, on travaille ensemble. C'est plus partenariat en fait. Et je pense que ça a aidé pas mal de mettre une voix sur des pixels en fait, sur un nom sur ton écran. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, même si tu es payé, il y a quand même aussi on va dire, une certaine dimension où tu veux donner un sens à ce que tu fais. Et je pense que ça aide à donner un sens au travail que tu fais, de savoir que tu travailles pour cette personne-là avec qui tu as discuté. Donc, c'est une très belle transition parce qu'on a parlé du recrutement, on a parlé des process. Comment tu manages après? Comment tu arrives à, et est-ce que tu le fais d'ailleurs, mais quand tu arrives à partager ton objectif avec les personnes qui bossent pour toi, comment tu arrives à fédérer, et surtout quand tu parlais des process, comment tu arrives à connecter les personnes entre elles? Alors, j'ai le principal outil que j'utilise, c'est Google Spreadsheet. J'ai essayé en fait Asana et tous ces outils de gestion de projet. Et je pense qu'ils sont très bien. Et je pense ils peuvent être utiles ces outils. Dans le sens où tu travailles, on va dire, avec des personnes qui ont l'habitude d'utiliser ces outils. Mais j'ai trouvé que, en tout cas, moi, pour la structure que j'ai et dans le publishing, j'ai pas forcément besoin d'avoir, euh, tu vois, des alertes, un système qui soit aussi avancé. Et en fait, je me suis rendu compte que créer des spreadsheets qui sont interconnectés, c'est-à-dire je vais avoir la master spreadsheet où en fait c'est le planning et la roadmap où tu as tout qui est assemblé sur cette page où tu vois tout en fait, toutes les tâches côte à côte. Et en fait, cette roadmap elle est connectée à des spreadsheets ou des tableurs qui sont où il y en a un pour chaque membre de l'équipe, pour chaque tâche. C'est-à-dire que par exemple, l'éditeur va avoir sa spreadsheet où va updater le statut d'une tâche. Et moi, je vais uniquement regarder le dashboard où là, ça va updater mon dashboard automatiquement. Et c'est assez facile à faire sur Excel. Et je me suis rendu compte que c'était simple à faire, que tout le monde utilise ou a accès à Google Spreadsheet. Et que bien que tu n'as pas forcément toutes les features et toutes les fonctions avancées que tu as sur Asana ou d'autres gestion de projet logiciels de gestion de projet, ça c'est suffisant et ça marche très bien parce que il n'y a pas besoin de former les personnes dessus et que c'est pas fancy, il n'y a pas de tu vois de ta photo qui est à côté etc. Mais c'est simple et ça fonctionne. Non, je te rejoins là-dessus. Asana, c'est vrai que j'avais essayé pendant un moment. Déjà, ça coûte très cher. Si tu veux, tu vois, si tu débutes, c'est quasi impossible d'utiliser Asana. Et c'est vrai que, ça complexifie les choses parce que, alors, à la fin, c'est censé les simplifier. Mais comme tu dis, tu dois aussi former les personnes sur Asana. Tu dois faire en sorte que tous les process soient parfaits, etc. S'il y a un problème dedans, tu vois, faut les gérer. Et quand tu as quelque chose de très simple, comme un Google Sheet, comme tu dis, c'est vrai que c'est plus simple d'utilisation, tu te prends moins la tête et ça fonctionne très bien. Donc, pourquoi se compliquer les choses, quoi. Ok, et du coup, donc ça, c'est la façon de connecter toutes ces personnes entre elles. Et est-ce que tu fais des calls, tu vois, toutes les semaines, tous les mois, avec certaines personnes dans ton équipe voilà, pour manager? Alors je déteste les calls. J'ai fait un call, on va dire, le dernier que j'ai fait, c'était avec un de mes écrivains français pour un book d'apprentissage du langage. Euh, où j'avais vraiment du mal à expliquer ce qu'il fallait faire. Il y avait un problème avec le ton qui était dans le book où il fallait que ce soit plus léger. Et en fait, j'ai pas mal de soucis à l'expliquer, donc juste appeler en 3 minutes, expliquer. J'ai pas de process où j'ai le weekly call avec toute l'équipe, etc. Parce que finalement, il y a, il y a pas énormément besoin d'interaction entre les différentes personnes qui travaillent pour la création d'un book. Les seules personnes qui sont, on va dire, interconnectées, qui vont travailler en parallèle, c'est l'éditeur avec l'écrivain. Parce que l'éditeur est directement lié et donne des feedbacks directement à l'écrivain.
Euh, et j'aime que ce soit fait de manière dynamique, c'est-à-dire plutôt que l'écrivain écrit le book en entier et ensuite l'éditeur repasse dessus et donne des feedbacks. C'est plus efficace de d'avoir tu vois un Google Word qui soit partagé où l'éditeur peut en temps réel donner des feedbacks à l'écrivain afin de on va dire de faciliter la création, de pas avoir des va-et-vient et de perdre du temps à créer le manuscrit en entier et ensuite devoir revoir beaucoup de parties. Donc c'est vraiment cette partie-là qui nécessite, on va dire, une relation dynamique entre entre deux experts. Mais les autres éléments, j'ai pas forcément besoin d'interaction entre elles. Donc j'ai pas trop ce problème-là. Et ces deux personnes-là, pour reprendre l'exemple de l'éditeur et de l'écrivain, sont direct. En fait, je recrute beaucoup sur Upwork et j'ai créé un chat. En fait, je suis dessus en admin et ils sont tous les deux dessus où je les ai présentés. Voilà, personne A, voici personne B. Cette personne-là s'occupe de ça et vous allez travailler ensemble. Voilà les deadlines, voilà le projet. Voilà sur un ton assez, tu vois, amical. Et donc, et maintenant ils travaillent ensemble. Et j'ai remarqué que lorsque tu mets, en tout cas entre eux, il y a une bonne connexion qui se crée. Il y a pas mal c'est assez actif, c'est-à-dire ils vont pas mal interagir entre tous les deux. Et moi, je supervise et je vois que tout se passe bien. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe globalement. Ok, très bien. Du coup, donc là, on a parlé du recrutement, ta façon de faire des process, ta façon de manager. Et maintenant, on va parler quand même de quelque chose d'intéressant, c'est quoi la finalité de tout ça? Tu as commencé l'édition de site, le publishing en fin 2018-2019. En termes de chiffres, ça a rapporté quoi? Et par rapport au travail que tu as fait et au nombre de livres que tu as publiés au début, ça t'a rapporté quoi? Euh, Tu veux que j'aille dans l'ordre chronologique? Euh, Peut-être que ce sera plus simple. Ok. Donc en gros, je vais être plutôt factuel, ça va être plus simple. J'ai commencé mi 2018 où j'ai découvert la formation que j'ai partagée avec toi. Où là, c'était la première version de la formation et j'ai créé, je crois, entre 12 et 15 books qui m'ont coûté à l'unité en 500-600 $ chacun. Donc c'était un investissement d'environ 10 000 $, si je me souviens à peu près. Et au bout de au bout de 4-5 mois, donc là on arrive fin 2018, j'ai généré environ, j'ai fait mon premier gros mois, je crois que c'était novembre, j'étais à 16 000 $ en profit mensuel. Et ensuite, en 2019, donc début 2019, c'est là où j'ai commencé à scale, donc à grossir les opérations, à créer des nouveaux audiobooks. Où là, je suis monté jusqu'à au maximum, j'ai fait les mois de février, mars, était à environ 28 000 $, entre 20, un peu en dessous de 30 000 $ de profit mensuel. Euh, Là, ça prend aussi en compte. Donc, je pense que en net, on doit être à 24 000 $ par là, 23. Parce qu'en fait, chaque mois, je crée des nouveaux contenus. Donc, je réinvestissais environ 4-5 000 $ par mois pour la création de nouveaux contenus, la mise en ligne, etc. Donc, c'est allé relativement vite. En l'espace de 6 mois, j'ai réussi à faire un revenu qui était super intéressant. Et c'est vrai que suite au business, au fail que j'ai eu en fait avant, c'est-à-dire l'affiliate marketing, le dropshipping et le POD, enfin une autre façon de dropshipping en fait. Pendant en fait un an en tout, ça a été un an et demi de trial and error où en fait j'ai essayé différents business models. C'est là c'était vraiment je me souviens le premier mois où je suis passé je crois que j'avais fait 6 000 $ le mois d'avant et je suis passé à 16 800 $. C'était le chiffre que j'avais fait sur Audible quand j'ai reçu le income report. J'ai halluciné quoi. Je me suis dit putain mais ça c'est ouf. Et ça c'était
au bout d'environ 6 mois où j'avais commencé ce nouveau business model. Et après avoir, on va dire, galéré pendant 1 an et demi à essayer 3 différents business models avant ça qui ont échoué. Et c'était quoi le sentiment quand tu as enfin réussi, tu as enfin eu ce overnight success? Euh, Overnight, over six Overmonths. months success. Euh, Satisfaction. En fait, je me suis dit, en fait, j'étais content de pas avoir lâché l'affaire parce que avant ça, moi, j'ai bossé pendant 8 ans environ en agence de marketing, en publicité au début, j'étais dans une agence de SEO et ensuite j'étais dans une agence de publicité où j'étais plus focus sur du paid. Et ensuite, je me suis mis en freelance où là, j'avais un revenu mensuel. On va dire pendant les bons mois, j'étais à 6 000 $ par mois et en moyenne, j'étais à 4 000 $ par mois. Et ça, c'était une fois que j'ai quitté mon taf où je me suis mis en freelance avant de commencer à voyager et essayer le digital nomad lifestyle. Et, euh, et je me souviens de cette période-là, je me suis dit ouais, je vais essayer, tu vois, j'ai un revenu stable euh, via le freelance. Donc je vais essayer, tu vois, d'investir une partie de ces revenus-là et de voyager pour essayer des nouveaux business models. Et c'est vrai que quand je regarde en arrière euh, le parcours et les choix que j'ai faits, j'étais super satisfait parce que je me suis dit, tiens, finalement, enfin les fruits de tous les efforts que j'ai mis en place. Et en fait, mon choix où en fait j'étais au tout début employé pendant pas mal d'années, passer à freelance, déjà c'était un choix qui était, je pense, un très bon choix parce que finalement j'ai quasiment doublé mon revenu en travaillant, on va dire, moins et en ayant plus de liberté. Et donc passer au niveau freelance et ensuite passer de freelance à, on va dire, indépendant euh, et voyager et puis être, on va dire, obligé de rester en France pour mon business. Parce que le consulting, c'est assez dur de faire le consulting à l'étranger quand tous tes clients sont en France. Ou là, et à d'avoir un business qui soit, on va dire, plus global et de vendre sur le marché US faire des contenus en anglais, etc. On va dire, c'était vraiment la milestone suivante après le freelance où là, je me suis dit, où le jour où justement je me suis dit, ok, là, j'ai atteint mes objectifs, où je me suis dit, ça a validé en fait mon choix en fait d'avoir décidé d'arrêter le freelance et de passer en full time à ce mode-là, quoi. Ouais, en tout cas, c'est beau parce que c'est vrai que je me souviens dans la formation, même quand je l'avais faite, qu'à partir d'un moment dans les vidéos, je vois ton nom apparaître. Et c'est vrai que tu étais un des meilleurs dans la formation à ce moment-là, c'est ça? Ouais, j'étais, je crois, le deuxième. Il y a une autre personne, un Italien, qui avait fait très rapidement, qui était monté à 30K par mois au bout de 3 mois. Enfin, c'était une dinguerie. Et ouais, je pense que sur tous les étudiants, j'étais on va dire la deuxième success story. Et c'était à l'époque où ce cours-là, on était une centaine d'étudiants. C'était la première version. Et aujourd'hui, il y a, je crois, 45 000 étudiants, enfin, un chiffre incroyable. C'est une des plus grosses formations en ligne maintenant de cette niche-là. Et ouais, ouais, non, ça s'est bien passé au tout début. Et avant de commencer cette formation, est-ce que tu étais ultra confiant en te disant je vais être le meilleur dans la formation, peu importe ce qui arrive? Euh, je- En fait, quand tu as eu, on va dire, des échecs les uns après les autres avant, ça a un petit peu érodé ma confiance, je pense, à ce moment-là. Donc j'étais plus, on va dire, j'ai fait vraiment attention que le business model dans lequel j'allais tenter ma chance était vraiment solide. Donc j'ai fait pas mal de recherches à l'époque avant de décider d'acheter cette formation où j'ai recherché les chiffres sur le marché, j'ai discuté avec pas mal d'autres personnes qui sont dans ce business model pour savoir si effectivement il y avait vraiment tu vois, une chance et que c'était pas, on va dire, un autre dropshipping AliExpress, tu vois, une hype. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une vraie opportunité. Et je me suis dit, autant tenter maintenant, parce que ça a l'air d'être, on va dire, le bon moment. Et voilà, investir 10 000 $, aller balls to the wall, comme on dit,
et tenter ma chance. Et je me suis dit qu'au pire des cas, je peux toujours retomber à faire du consulting, parce qu'en fait à l'époque je continuais à faire du consulting de l'étranger, où j'avais en fait gardé uniquement mes clients, certains clients à qui j'aimais travailler, et où j'avais un revenu assez stable. Je crois que je faisais environ 3 à 4 000 dollars par mois. Donc j'avais toujours ça sur lequel je pouvais rebondir. Et donc je me suis dit voilà, le risque est relativement faible. J'ai une vraie opportunité là que j'ai vraiment vérifié. Où ça a pas l'air d'être une hype. Je me suis dit voilà, je vais essayer. Je vais donner 3 4 mois où je vais me concentrer dessus. Et donc il s'avère que ça a marché. C'est important de le souligner quand même parce que tu vois, avant de rentrer dans une formation, tu as beaucoup de personnes qui disent ouais, mais c'est une personne sur 1000 de toute façon qui arrive. Ils donnent des exemples, mais voilà, il y a que certaines personnes qui y arrivent. Mais c'est important de dire aussi que tu peux être cette personne. Toi qui avais eu des échecs avant, tu es rentré dans cette formation et tu as été le deuxième meilleur à ce moment-là sur 100 dans cette formation et tu as généré des sommes à plus de 20 000 dollars par mois, 24 000 dollars de bénéfices par mois grâce à cette formation. Et tu n'es pas rentré avec une confiance à 100% que tu allais être le meilleur, mais tu l'as fait. Et c'est important de souligner ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la moyenne, mais il y a peu de personnes qui sont au courant, qui peuvent être aussi dans les meilleurs. Il ne faut pas regarder la moyenne surtout, tu vois. Et déjà, félicitations pour ça, parce que c'était une belle réussite en très peu de temps. Et quelles ont été les prochaines étapes, la suite? Qu'est-ce que tu as fait après? Une fois que tu as fait ce salaire-là mensuel, tu t'es dit quoi et quelles ont été les prochaines étapes? Alors ensuite, une fois que j'ai eu, on va dire, ce premier gros succès, j'ai euh, j'ai voulu capitaliser dessus et scale en fait les opérations. Et c'est là où j'ai accumulé ces connaissances en termes d'automatisation, etc. Où au final, ça s'est pas forcément bien passé parce qu'ensuite le business, il y a eu pas mal d'updates d'Amazon euh, où ils ont rendu les choses un peu plus compliquées pour la création pour l'uploading d'audiobooks, etc. Donc ça a été, on va dire ensuite j'ai eu une phase où le business s'est un peu ralenti et donc j'ai essayé de me diversifier à ce moment-là en faisant du publishing, on va dire de plus haute qualité, en visant un autre marché qui était le marché de la fiction, en créant des, euh, des livres de fiction en fait, d'aventures, etc. Et en fait, j'ai commencé donc ce nouveau projet. Pendant ce temps-là, j'avais toujours les revenus qui continuaient de venir via les audiobooks et les books que j'avais déjà postés. Euh, bon, les revenus avaient diminué, on est plutôt autour des 10 000 dollars par mois. Euh, et donc j'ai commencé à investir sur le publishing romance. Et ça a été au même moment où je me suis intéressé au cryptocurrency, où en fait j'ai la personne en fait qui était la personne qui avait qui dirigeait la formation sur le publishing romance, en fait s'est mis à commencer à jouer à un jeu en ligne qui s'appelle Axie Infinity, que tu connais aussi, et qui est en fait un crypto game qui permet en fait de jouer et de gagner des revenus via un token en ligne que tu peux ensuite tu vas revendre. Je sais pas si c'est une bonne explication ou si tu veux l'expliquer plus en détail. Non, très bonne explication. C'est juste un play to earn. Donc, en gros, tu joues et tu gagnes de l'argent. Et c'est une sorte de Pokémon où tu as des combats. Tu as ta petite équipe de 3 Axis qui combat une autre équipe de 3 Axis. Si tu gagnes, tu fais de l'argent. Puis voilà, quoi. C'est un peu le principe. Et toi, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Et donc en fait, je suis arrivé sur ce jeu en avance, avant qu'il y ait toute la hype qui arrive sur le jeu et que ça devienne le play to earn numéro un dans le monde. Donc ça, c'était en juin. Donc je suis arrivé début juin, fin mai, début juin, avant ça explose à partir de fin juin, juillet. Et en fait, pendant tout ce temps-là, 2021, c'est ça? ouais, c'était 2021, c'est ça. 2021, ouais, l'année dernière. Et donc,
appliquer en fait toutes mes skills d'automatisation, on va dire, et de scaling que j'ai appris via le publishing juste avant. Et j'ai créé ce qu'on appelle une guilde, qui est en fait une sorte de d'équipe e-sports où en fait tu recrutes des joueurs et tu leur fournis les assets en fait pour pouvoir jouer au jeu. Et en échange, tu prends une commission et eux sont payés en fonction de leur performance. Donc en fait, au moment où je suis arrivé dans le jeu, c'était encore early, il n'y avait pas encore beaucoup de joueurs. Donc j'ai commencé à pas mal investir et à acheter des Pokémon et trouver des joueurs en fait pour jouer avec mes NFT. Et comme j'étais en avance, j'ai pu scale assez rapidement et à monter jusqu'à arriver à 500 équipes, donc 500 joueurs qui jouaient pour ma guilde. Et, euh, et ça, ouais, c'était une folie en fait, parce que le prix des tokens que tu pouvais accumuler lorsque tu jouais a explosé. C'était le SLP et c'est monté à quasiment 1 dollar à un moment. Et pendant le pic, si on veut parler de chiffres, pendant le pic qui était au moment où j'avais déjà commencé à scale, j'étais à quasiment 500 équipes et j'avais des joueurs qui jouaient tous les jours avec une organisation avec plusieurs levels de management, etc. Donc il y avait un Discord, etc. Tout était bien organisé, un branding, tout était en place. En octobre, on faisait des mois à 200 000 dollars de revenus. Et donc c'était une folie, quoi. Et Donc x10 par rapport au publishing. ouais. Et je me souviens lorsque on a mis en place le dashboard pour pouvoir voir la projection. Et quand je voyais des chiffres comme ça, euh, mensuels, je me suis dit mais c'est dingue. Et donc ça m'a motivé de continuer de scale et continuer cette aventure. En plus c'était passionnant parce que tu vois on était tous les deux à Bali. Moi j'étais à fond dedans. Il y avait des personnes autour de nous aussi qui étaient dans cette industrie-là. J'ai rencontré des investisseurs aussi qui ont investi dans ma guilde, qui ont mis quasiment 500 000 dollars en investissement pour créer des nouvelles équipes et scale. J'ai aussi rencontré des venture capitalistes qui en fait c'est des investisseurs en fait qui investissent pour les projets de start-up avec qui j'ai des potentiels de créer un token autour de cette guilde et faire un lancement un peu plus tard. Donc ça a été un lancement potentiel en février de cette année. Et en fait, voilà, énormément de choses qui étaient de potentiel en fait à ce moment-là. Et le bear market est arrivé à partir de mi-décembre. Voilà, après mon anniversaire en fait, tout a commencé à baisser. Et c'est là où en fait on va dire tout a commencé en fait à devenir plus compliqué parce qu'en fait quand tu génères moins de revenus et que tu es obligé en fait de descale et que tu n'as pas forcément encore remboursé les investissements que tu as fait pour créer les nouvelles teams récentes, ça a été assez compliqué parce qu'au final le bear market a vraiment arrêté la hype et tous les revenus sont redescendus et la valeur des NFT dans le jeu a aussi baissé au même moment. Donc on va dire là ça a été la catastrophe et c'est arrivé relativement rapidement. Euh, En fait, il y a une mise à jour ils étaient censés en fait l'équipe du jeu a été censée mettre en place une mise à jour qui devait normalement améliorer le jeu, mais il s'avère que ça a empiré en fait les choses et la confiance des joueurs et de la communauté a baissé. Et à ce moment-là, le bear market est arrivé au même moment, donc tous ces éléments rassemblés, ça a vraiment poussé les choses vers le gouffre en fait. Et en termes de gains et de pertes, tu t'es situé comment entre ce mois-là où tu étais quasi à 200 000 et à la fin où vraiment tout s'est effondré? Est-ce que tu as pu quand même garder? Est-ce que tu as mis de côté un peu pendant tout ce temps ou tu as tout réinvesti? Ouais. Heureusement, j'ai pas tout perdu, sinon ça aurait été un peu triste. En fait, j'ai une stratégie de réinvestissement
Et une stratégie, en fait, je gardais un certain pourcentage de mes gains, où c'était environ... Donc moi, je gagnais 40% sur tous les revenus. Et parmi ces 40%, je réinvestissais 60% environ. Je gardais pour moi 20%. Et les 20 autres pourcents, c'était... ça dépendait en fonction de différents critères. Mais globalement, je gardais environ 20%. Et donc, pendant cette période, j'ai eu le temps d'accumuler un revenu euh, où au final, je pense, donc au final, j'avais investi au total 40 ou 45 000 dollars en tout au début. Et je suis reparti avec à peu près le double, donc 80 000 dollars. Donc en gros, j'aurais pu faire beaucoup plus si j'avais été, on va dire, plus, euh, on va dire, si j'avais été plus, Moins un joueur. euh, ouais, si j'ai été, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de regrets par rapport à ça parce que c'était une aventure qui était vraiment amusante et j'ai appris pas mal de choses. Et en fait, ça m'a fait réaliser que voilà, il y a la hype et qu'il faut vraiment faire attention à la narrative, à on va dire à ce que les personnes vont te dire. Il faut vraiment avoir ton propre jugement et regarder uniquement les éléments qui sont factuels et et d'essayer, tu vois, d'être relativement prudent par rapport aux investissements dans des secteurs qui sont très volatiles. Et je dois souligner que tu as quand même été, toi, très smart, dans le sens où tu as quand même sorti de l'argent. Des histoires, il y en a des milliers, tu vois, sur ce bull run qu'il y a eu en crypto. Des personnes qui ont investi énormément pensant que ça allait monter, 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 et qui ont tout réinvesti, et qui ont tout perdu, en fait. Qui ont tout perdu, qui sont peut-être pas en négatif, mais qui ont tout perdu. Ça fait qu'ils ont touché des sommes qui étaient quasiment à 7 chiffres, et ils ont tout reperdu parce qu'ils ont tout réinvesti à chaque fois. Toi, tu as quand même sorti un petit peu, ce qui est très intelligent. Et, mais c'est vrai que c'est assez dingue de reprendre un peu le contexte. On était ensemble à Bali. Il y avait une hype énorme autour du Play to Earn. Axie était le premier jeu. C'est-à-dire, c'est pas comme si tu investissais dans le dernier jeu ou quelque chose qui va peut-être potentiellement exploser. Au moment où tu étais à Bali, c'était le jeu numéro un. Et ce jeu s'est cassé la gueule violemment. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que si tu écoutais tout ce qui se passait autour de nous, c'était pas qu'il y avait quasi aucun risque, mais presque, tu vois. C'était voilà, ce jeu-là est quand même au top. Il C'est faut le que blue tout chip, ouais. s'effondre. Ouais, voilà, faut tout que s'effondre avant que celui-ci s'effondre. Et au final, non. Et je me souviens du coup du début ou mi-beer market, il me semble. On s'est fait un resto et c'est là où tu t'es dit, je vais reprendre un peu le publishing. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'après m'être rendu compte que bah, la crypto, ça n'allait pas forcément remonter avant un petit moment. Et aussi, je pense que ça m'a permis de réaliser que j'ai besoin d'une certaine stabilité en termes de revenus et aussi en termes de vie, en fait. Parce qu'en fait, cette aventure de crypto, c'était vraiment le lifestyle de SEO ou en fait de CEO, pardon, où t'es, où tu dois manager beaucoup de personnes, t'as la pression d'investisseurs, tu dois toujours être, on va dire, à la pointe du marché, savoir ce qui se passe et faire pas mal de meetings avec pas mal de personnes. Et je me suis rendu compte que ce mode de vie, en fait, ça me représentait pas trop, en fait. Ça, j'ai- je préfère, en fait, les business en ligne où, en fait, j'ai moins d'interaction et tout est un peu plus contrôlé et où la pression est moins présente. Ou c'est-à-dire où j'ai mon propre argent qui est investi et j'ai pas forcément de d'argent qui viennent d'investisseurs auxquels je dois rendre des comptes régulièrement, faire des reports mensuels, faire des calls, etc., etc. Parce que même si effectivement tu vas gagner, il y a des potentiels de gains, on va dire, qui sont extrêmement forts. Il faut pas ignorer en fait le lifestyle qui va avec et le stress que ça peut engendrer. Euh, et au final, ouais, je me suis rendu compte que le publishing, en fait, revenir un peu aux sources, où j'avais eu mon premier succès et retourner là-dessus, même si on va dire c'était moins excitant dans le sens où tu vois publishing c'est moins sexy que d'avoir une guilde avec des joueurs qui font se battre des Pokémon entre eux. Euh, c'est moins excitant, mais il y a une certaine stabilité et
Et aussi, ça m'amène à avoir réalisé que il y a deux choses en fait. Il y a on va dire l'argent que tu vas gagner de manière de manière rapide, ou en fait c'est du capital que tu vas accumuler. Donc par exemple, tu peux gagner 200 000, 300 000 dollars, mais cet argent-là ensuite, tu vas pouvoir le leverage pour, tu vas faire des investissements, etc. Mais c'est pas un income, c'est pas un revenu régulier, ou un income en fait provenant d'un business qui a la capacité de générer des incomes réguliers. Tu peux le leverage, tu peux l'utiliser de manière beaucoup plus efficace, parce qu'en fait, si tu veux par exemple vendre ton business, tu peux le vendre sur des sites comme Empire Flippers, ou tu peux le vendre fois 24, entre fois 24 et fois 48 le revenu moyen mensuel. Ou au final, si tu as un business qui génère 10 000 dollars par mois, tu peux potentiellement le vendre à entre 300 et 400 000 dollars. Donc en fait, au final, tu te rends compte que de créer un business stable qui a une capacité d'income élevée, que tu peux potentiellement revendre assez facilement, est beaucoup plus valorisant que que de sauter sur une trend et essayer d'accumuler du capital rapidement. Parce qu'au final, ensuite, ce capital-là, bah, c'est bien, tu as tout cet argent-là que tu peux investir, etc. Mais t'as pas vraiment un income derrière. Ouais, donc en gros, capital, c'est bien, mais income, c'est d'avoir un business qui génère un income régulier. C'est c'est plus stable et on va dire, c'est une stratégie qui est plus pérenne et qui permet en fait d'avoir d'avoir vraiment une base solide comparé à juste à, tu vois, faire un revenu très élevé pendant une fois et ensuite devoir utiliser cet argent pour investir. C'est quand même assez dingue. Si tu reviens en arrière, tu as eu quand même une période, on va dire, qui a duré quelques mois, où tu as vécu ce que c'est de créer une startup, d'avoir des VC qui sont intéressés, d'avoir des investisseurs, de recruter 500 personnes. Donc, tu vois, si tu voulais faire un grand titre pour faire plein de clics, tu dirais de 0 à 500 employés en quelques mois. Mais tu l'as fait. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que tu as eu quand même des investisseurs qui étaient assez gros. Tu aurais pu faire des levées de fonds beaucoup plus grosses. Et tu as touché du doigt, en fait, ce qui était d'avoir tu vois, une sorte de start-up avec employés, avec 500 employés, créer des systèmes, essayer de faire des levées de fonds. Et toi, ce que tu en retires de ça, c'est que t'es pas vraiment fait pour ça. Si t'as pas fait kiffer d'être dans ce milieu-là avec tout ce stress d'investisseurs autour et tout ce business à gérer. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que ça aurait été quelque chose qui m'intéresse, ou vraiment peut-être il y a quelques années, où là j'étais vraiment en recherche de plus de responsabilités, de plus d'expérience, etc. Où j'avais pas encore vraiment vécu ce lifestyle de vivre à Bali, faire du surf le matin et tu vois aller au coworking ou vivre à Bangkok, et avoir tes amis et tu vois la facilité de vie, on va dire. Je pense que à l'époque quand j'étais employé ou freelance, j'aurais vraiment voulu continuer dans cette direction-là parce que je connaissais pas en fait d'autres lifestyle ou d'autres moyens de vivre en fait. Mais ouais, en tout cas, ça reste une expérience qui était super enrichissante et qui m'a permis, bah, tu vois, de mieux comprendre ce que je veux vraiment. Et on va dire, ça m'a reconfirmé le fait que le publishing, c'est vraiment un business enfin, sur lequel j'arrive à vraiment bien me développer et que j'ai vraiment envie de continuer dans le futur. Et du coup, donc, tu as recommencé le publishing, c'était en début d'année, il me semble, avant que tu repartes, c'était en mai ou avant, je crois. Ouais, c'était autour de mai, juin, ouais, c'est ça. Et quels ont été les objectifs et où en es-tu maintenant? Alors là, j'ai une stratégie qui est, contrairement au tout début où c'était vraiment une question de faire du volume et de vraiment faire de la quantité et pas vraiment se focus sur la qualité. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je fais des books qui sont d'une très grande qualité sur un volume qui est moins élevé. Et grossièrement, là, mes objectifs sur cette année, c'est de sortir 14 books et l'année prochaine d'en sortir environ 30 ou 35 pour en avoir
d'ici la fin de l'année prochaine 50 qui sont en ligne. Et, euh, et en termes de chiffres, ce que ça représente euh, sur on va dire les chiffres du marché moyen, un book génère en moyenne en termes de profit, ça génère environ 500 dollars par mois. Euh, c'est vraiment grossier, c'est-à-dire qu'il y a des books qui vont générer 100 dollars par mois, il y a des books qui vont en générer, tu vois, des gros winners, ils peuvent vous générer 15 000 dollars par mois. Mais on va dire que la moyenne globale du marché, tu vas pouvoir générer 500 dollars par mois. Ok, et ton objectif, c'est d'en sortir 14 cette année, donc ça ferait 7 000 € par mois, et 30 l'année prochaine, donc faire un effet boule de neige, quoi. Et il y a une question que je me pose, c'est quelle est la durée de vie d'un livre quand tu le publies, parce que tu touches des royalties sur tous tes livres, via, comme tu dis, Amazon principalement, 70%, tu disais. Le plus gros, c'est Audible quand même, en termes d'audiobook, en termes de revenus. Tu as aussi tout ce qui est livre physique avec Barnes Nobles, etc. Combien de temps le livre dure? Alors, lorsque tu as une stratégie comme la mienne, qui est de vraiment faire de la qualité, euh, en général, la durée de vie d'un book va être plus longue. Donc, on va dire que la première année, tu vas en général avoir on va dire que les premiers mois, tu vas avoir euh, une capacité qui va augmenter de revenus. Donc, le premier mois, ça va être, on va dire, tu vas faire 300 dollars, ensuite 500, ensuite 1000 pendant, on va dire, 6 mois. Et ensuite, ça va graduellement redescendre, où là, ensuite, ça va se stabiliser, on va dire, je sais pas, 400, 300 dollars par mois. Et dans ce business model-là, en fait, là, ce qui est puissant, en fait, ce qui est fort, c'est que en moyenne, pour un book de bonne qualité, tu vas devoir investir, si on prend tous les éléments à payer, etc., le lancement, la promotion, le marketing, la création du book, etc., ça revient entre 1800 dollars et 2000 dollars pour la création de A à Z d'un book, sans compter le ad spend. Euh, et en gros, finalement, tu vas faire un ROI, tu vas rembourser euh, ton investissement initial au bout de 4 mois, en moyenne. Donc, ça veut dire que tu peux potentiellement créer, tu vois, à chaque fois que tu crées un book, en fait, tu augmentes ton revenu mensuel d'environ 500 dollars. Ce qui est assez dingue quand tu réfléchis et que ton investissement de base va être remboursé au bout de 4 mois. Et, et l'autre élément qui est, je pense, super intéressant sur ce business model-là et qui permet de vraiment scale et d'être assez confident, d'être assez confiant en fait dans l'approche de créer plus de books et de se concentrer sur ce business model, c'est que même un book qui va pas bien fonctionner pour X raisons, tu vois, si par exemple tu as mal fait la niche research et que tu arrives sur une niche qui est trop compétitive, au final ton book il va pas performer comme comme tu l'aurais souhaité. C'est très rare d'avoir un book qui a pas au moins remboursé, retrouver en fait être à break-even et rembourser l'argent que tu as investi dans la création du book. Et j'ai la preuve de ça. C'est qu'à l'époque, j'avais sorti un livre qui était complètement pété. Vraiment, c'était sur la keto diet vegan, je crois, et qui continue à vendre tous les mois. Et je me suis largement remboursé en l'espace de 2 ans pratiquement. Et c'était un pur échec. Ce livre-là était vraiment un pur échec. Et donc, c'est vrai ce que tu dis, c'est difficile d'être en négatif là-dessus, quoi. Ouais. Et je pense que c'est un point qui est très important parce que il y a beaucoup de business models qui demandent pas mal d'investissement où t'as pas vraiment de garantie derrière que ça va fonctionner. Je pense par exemple au affiliate marketing avec le paid où j'avais par exemple créé des campagnes de native ads où qui avaient pas du tout fonctionné. En fait, je lançais de l'argent dessus en essayant de les faire fonctionner où j'ai jamais réussi à avoir break-even. Donc en fait, c'était des pertes nettes en fait. Et ça arrivait dans la plupart des campagnes que je lançais. Pour le dropshipping aussi, j'ai eu ce problème-là où j'ai pas mal investi dans les Facebook Ads pour le lancement des produits. Et au final, j'ai jamais réussi à vendre assez de produits pour compenser en fait les investissements publicitaires. Euh, et donc, quand tu arrives sur un business model où en plus avec l'expérience, tu vas optimiser cette rentabilité par book grâce à, tu vois, au fait que tu connaisses mieux le marché, et que tu vas prendre des meilleures décisions, c'est extrêmement puissant d'un point de vue scalabilité
de la capacité de grossir le business, parce qu'en fait, tu n'es plus limité par le budget en te disant, voilà, je ne peux pas investir autant d'argent parce que je peux perdre cet argent. Je peux ne pas récupérer mon investissement. Euh, 98% du temps, ça va être le cas, tu vas récupérer ton investissement. Donc en fait, la seule variable qui est importante, c'est le nombre de books que tu es capable euh, de, de poster en fait. Mhm. C'est marrant à quel point on peut faire le parallèle entre l'édition de site et le publishing parce que au final, c'est un peu pareil, tu vois. Pour moi, l'édition de site, c'est très, très compliqué de ne pas être rentable. Dans le sens où, tu vois, pareil, avec 300 euros, tu peux sortir un site. Si tu fais tout toi-même au début, tu vas être rentable parce qu'au pire des cas, tu le revends au moins 300 euros, ce qui a du contenu dessus, il y a des liens, etc. Mais en règle générale, personnellement, j'ai jamais été en négatif sur un site parce que c'est un peu le même effet boule de neige que le publishing où ton truc, c'est de créer le plus de sites possible. Et un autre parallèle, c'est qu'au début, tu as fait des livres qui n'étaient pas de très bonne qualité. Tu visais un mot-clé, tu essayais de ranker dessus et de vendre un maximum, ce qui est l'équivalent d'un site de niche. Et aujourd'hui, ce que tu fais, c'est des livres de qualité qui vont être un peu l'autorité dans ce domaine-là. Et c'est comme des sites d'autorité en SEO. Et c'est vrai que ce chemin, il est quand même bien. C'est qu'au début, tu as tous tes brouillons qui sont l'apprentissage. Entre deux, tu crées une team qui va te permettre de faire tout le process, d'automatiser les choses. Et toi, tu t'occupes de rechercher des nouvelles idées et de créer la base. Et ensuite, tu as toute l'équipe qui gère derrière. Et à la fin, tu crées quelque chose de qualité qui demande beaucoup plus d'investissement, plus de temps, une équipe de meilleure qualité. Mais le résultat est quand même beaucoup plus périn et beaucoup plus stable. Et tu as une vision beaucoup plus long-termiste quand tu es dans ce domaine-là où tu fais vraiment de la qualité. Et c'est vrai que les deux, éditions de site et publishing, sont un vrai parallèle. Mais la différence, c'est que le publishing, personne n'en parle. Tu vois, quand tu dis qu'il y a 45 000 personnes qui font partie de la formation des jumeaux, qui habitaient à Bali, d'ailleurs, à un moment donné, il me semble, euh, la plupart du temps, c'est en anglais. Du coup, on parle beaucoup du publishing, mais très peu en français. Et je sais qu'il y a le potentiel est beaucoup plus moindre en français parce que tu as quand même moins de personnes qui vont acheter des livres en français. Mais toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais créé un livre en français. Non, en fait, tous les contenus sont soit en anglais, soit en espagnol. Le marché français, comme tu dis, euh, est assez limité. Euh, il y a des opportunités sur le marché français. J'ai rencontré des publishers qui sont d'ailleurs pas français et qui ont publié sur le marché français et qui ont réussi à avoir quelques succès. Mais effectivement, je pense que le marché français est encore assez limité à ce niveau-là. Mais les opportunités sont surtout sur le marché anglo-saxon et espagnol pour le moment. Et un peu le marché allemand sur certaines thématiques. Et est-ce que tu peux donner un exemple, parce qu'on parlait des tout premiers sites que tu faisais, est-ce que tu peux donner un exemple des premiers livres, pardon, est-ce que tu peux te donner un exemple d'un des premiers livres que tu as fait et un exemple d'un des derniers livres que tu as fait, juste pour donner un ordre d'idée de la différence et des niches ou tu vois des thématiques. Ouais, bien sûr. Alors, un des premiers books que j'ai fait, bon, c'était des audiobooks. Et c'était par exemple Mindfulness sur tout ce qui est la méditation. Développement personnel, ouais. Voilà, développement personnel. Aussi des books, on va dire, un peu plus lifestyle ou minimalisme, par exemple. Et decluttering, qui est un peu une sorte de branche du minimalisme. C'était des sujets qui à l'époque fonctionnaient très bien et qui aujourd'hui sont un peu saturés. Aujourd'hui, le marché du publishing est plus compétitif que si on regarde il y a 4 ans, mais il y a toujours beaucoup d'opportunités. Et par exemple, des books sur lesquels je suis en train de travailler, pour donner un exemple assez particulier, je suis en train de faire par exemple une série sur les exercices d'équilibre et de stretching pour les seniors de plus de 60 ans. Donc c'est vraiment très ciblé et c'est assez amusant à faire aussi parce qu'il faut faire les petites illustrations, etc. Et on pense que voilà c'est très spécifique donc il y a pas forcément beaucoup de demandes mais
il y a beaucoup de demandes. Les premiers books, par exemple, sur cette thématique, ils génèrent entre 15 et 20 000 dollars par mois. Donc, si tu arrives à être sur la première page et d'arriver à ce niveau-là, il y a beaucoup de demandes. C'est ce que le marché anglais aussi permet d'être ultra niché à ce point-là, tu vois. Exercice pour personnes de 60 ans, stretching pour blond avec une barbe. Mais en gros, tu peux être ultra niché et il y a quand même un grand nombre de personnes derrière qui est prêt à acheter, quoi. Ouais. Le marché US, enfin le marché anglo-saxon, il est plus compétitif, donc tu dois niche down, tu dois aller plus profond, on va dire dans la à taper dans une audience qui est un peu plus restreint, mais ça reste quand même sur un marché où on a quasiment 1 milliard d'anglo-saxons et il y a du coup beaucoup de personnes qui potentiellement peuvent acheter ton livre en anglais. Un élément qui est intéressant là-dessus, c'est par exemple sur le marché espagnol, qui est aussi un gros marché, on va dire en termes de langage et de vente de livres sur Amazon, c'est le langage numéro 2. Moi personnellement, je fais, on va dire un peu moins, on va dire 40% de mes ventes c'est espagnol et 60% c'est US. Et j'ai moins de books espagnols. Donc je pense que c'est quasiment 50-50. Et en fait, c'est parce que le marché espagnol est moins important en termes de volume, même s'il reste quand même relativement important. On est sur un peu moins de monde, mais comme il est moins compétitif, parce qu'il y a moins d'offres de books, euh, au final, tu vas réussir à placer ton book en première page plus facilement sur des topics qui sont plus généraux, qui sont plus compétitifs. Par exemple, c'est quasiment impossible de te positionner en premier rapidement sur, je veux dire par exemple, time management, qui est un mot-clé qui est assez compétitif tu vois, dans le business. Et en espagnol, j'arrive à me positionner très bien dessus, alors qu'en anglais, c'est quasiment impossible car la concurrence est trop élevée. Et donc, au final, je me retrouve pour le même book que j'ai traduit en espagnol. La version espagnole fait beaucoup plus de revenus parce qu'en fait, c'est un marché qui est, on va dire, moins mature que le marché US, mais qui pousse, où tu peux pousser des books qui sont sur des thématiques qui sont plus concurrentielles. Donc, c'est un marché qui est un peu différent là-dessus. C'est intéressant et du coup, je voulais te poser la question justement sur la traduction, comme tu dis. Est-ce que tu fais traduction mot pour mot ou tu refais une étude du marché? En général, si le book, en fait, je vais déjà décider de faire une traduction si le book il a bien performé en anglais. Mais ça veut pas dire que si le book a bien performé en anglais, n'a pas performé en anglais, qu'il va pas performer en espagnol. On va dire que c'est plus sûr comme stratégie d'uniquement se focus sur les books qui ont déjà été des succès sur un autre marché. Et en termes de traduction, c'est quasiment du mot pour mot. On va dire que sur le titre, on va quand même faire une étude de mots-clés pour être sûr que on utilise bien les mots-clés qui sont utilisés. Mais en termes de contenu dans le livre, ça va être, on va dire, vraiment il y a des agences de translation agency qui, en fait, vont prendre le book en anglais et le traduire en espagnol de manière assez efficace et qui va être, tu vois, sans faute d'orthographe, qui va être très clean. Parce qu'au final, la traduction d'anglais à espagnol n'est pas très compliquée. Et aussi, c'est très peu cher parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écrivains, de traducteurs anglais to Spanish qui qui ont des taux horaires qui sont très faibles par rapport à la traduction en allemand ou en français ou en italien par exemple. Où là, tu as moins de personnes qui font la traduction. J'avais fait un site au Mexique et la rédaction est vraiment, vraiment pas chère. Et tu as beaucoup de personnes très qualifiées qui ont des masters, qui parlent couramment anglais, etc. Et qui coûtent vraiment rien, en fait. Et du coup, ouais, j'imagine qu'en termes de traduction, c'est assez rentable. Et pour donner un ordre d'idée, sur un livre de 30 000 mots, si tu dois le traduire en espagnol, ça va te coûter combien à peu près? Un livre de 30 000 mots, ça va coûter, ça peut coûter, on va dire en moyenne, ça coûtait 300 dollars, 250 dollars. Donc, si tu compares à l'investissement de base que tu as fait avec en investissement de temps, tu as payé ton équipe, tout l'investissement que tu as fait sur ton premier site, là, entre guillemets, tu as juste à payer 300 dollars, refaire une petite étude pour le titre, et tu as un livre qui est sur un nouveau marché et qui va être quasiment aussi rentable qu'en anglais. Alors, je pense il y a moins de chances qu'il soit aussi rentable que le book en anglais. Par contre, effectivement, les coûts de production sont plus faibles. Donc, on va dire en termes de ROI, tu vas
on va dire, tu vas gagner moins, mais comme tu auras dépensé moins pour le faire, au final, c'est super intéressant. Le potentiel global est moins élevé, mais comme les coûts sont très faibles, il y a un ROI qui est plus élevé, et donc c'est intéressant de le faire dans la plupart des cas. Très intéressant, très très intéressant. Et du coup, je vais te poser une question, si tu arrives à résumer tout ça. S'il y a une personne qui veut se lancer aujourd'hui dans le publishing, euh, quelles étapes cette personne doit suivre, plus ou moins? Ok. Je pense qu'il faut déjà un petit peu faire des recherches en ligne sur comment fonctionne le business model, voir si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour cette personne-là. Et je pense que trouver une formation qui soit efficace. Euh, Ensuite, il y a des formations en fait privées que tu peux acheter en ligne qui permettent de te former, de t'expliquer toutes les étapes de la création. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé une formation avec, tu vois, des personnes qui sont très très fortes et qui te donnent exactement la bonne stratégie. Donc, trouver la formation et ensuite se lancer, et essayer au moins de sortir quelques books. Donc, pas quitter avant d'avoir mis en ligne au moins deux trois books, je pense. Parce que souvent, l'erreur que font les débutants, c'est déjà, ils sous-estiment l'investissement qu'il faut faire pour ce business model. Parce que c'est contrairement à d'autres business models comme, par exemple, le consulting, où t'as pas forcément besoin d'investir d'argent. Ici, par exemple, si tu veux créer un book, faut compter 1 500 $ au moins pour pouvoir sortir un book. Donc c'est un investissement qui est quand même conséquent, surtout si tu comptes en faire plusieurs. Donc il y a ça à prendre en compte. Donc il faut déjà être sûr d'être capable, tu vois, d'investir cet argent. Et ensuite, ne pas quitter après la sortie du premier book. Parce que souvent les débutants vont penser, voilà, j'ai sorti mon book, c'est bon, c'est fait. Euh, le premier book peut ne pas être un succès. Et ça peut être le deuxième book, le troisième book. Le business model fonctionne. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut persévérer et essayer de sortir au moins plusieurs books. Et je dirais que globalement, il faut se concentrer sur ce business model. Si par exemple, tu as déjà un 9 to 5, un taf, se donner par exemple 1 heure ou 2 heures par jour où tu vas travailler dessus. Euh, le truc, c'est que t'as pas forcément besoin de travailler énormément, euh, tu vois, pendant une semaine pour sortir un book. En général, ça va être 1 heure à 2 heures de travail par jour, parce qu'au final, il faut les temps de production, il faut attendre que l'écrivain écrive le book et qu'ensuite le designer design la cover, etc. Donc tout ne se fait pas en un jour. Donc c'est un peu un suivi permanent où au final, je pense que ça peut convenir aux personnes qui ont déjà, tu vois, travaillé à mi-temps ou déjà un boulot en full time. Où au final, si tu arrives à dégager 1 heure à 2 heures par jour, en semaine, tu peux sortir quelques books et ensuite voir si tu as des succès et si le business model, tu vois, tu veux continuer dessus ou pas. Ok. Et non, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un business qui n'est pas stressant comme celui-ci. Où tu vois, comparé au dropshipping, tu dois checker tes ads tous les jours. Tu vois, s'il y a des dépenses qui sont, enfin, tu peux avoir des gros problèmes. C'est beaucoup plus stressant, alors que le publishing, par exemple, c'est un travail régulier sur le long terme. Mais si tu arrêtes le travail, c'est pas grave, tu peux le reprendre. Et ça, je trouve que c'est un avantage énorme dans ce type de business model, de ne pas avoir de stress. Et si tu as un job, comme tu dis, où tu es en cours, et bah, tu prends quelques heures par jour et tu essayes de faire 2 heures de taf par jour. Et en fait, ton business va augmenter, augmenter. Tu peux faire une pause si tu veux, tu reviens et ça continuera d'augmenter, quoi. Donc, ouais, très bon business model. Si tu veux, j'ai un exemple récent qui peut être intéressant à partager. J'ai un pote ici à Bangkok, Cédric, qui en fait c'est il vit à Bangkok et à Paris en fait entre les deux et c'est un bon pote à moi maintenant. Et en fait, je lui ai parlé un peu du business model lorsqu'on était à Phuket en juin de cette année. Et lui en fait, c'est un moment où là, il avait pas de taf. Là, il a été recruté dans un restaurant pour faire le marketing. Mais en gros, il avait du temps et je lui ai dit, bah écoute, essaye de sortir, de suivre la formation que je suis en ce moment. Je vais un peu t'accompagner et essayer de sortir deux trois books et voir comment ça se passe.
Et donc là, en fin juin, il a commencé. Il a vraiment travaillé en juillet pour trouver une niche, ensuite créer, lancer son book, etc. Son book, il est sur, je vais pas donner sa niche, mais c'est sur des thérapies en fait. C'est un book de thérapie pour une certaine audience. Et donc son premier book, il avait aucune expérience dans le publishing, euh, expérience assez limitée sur Internet. C'est un monteur vidéo en fait. Il fait les montages vidéo pour la télévision. Donc c'est pas forcément en lien avec tous ces business models. Donc il a créé son book, il a lancé il y a environ un mois. Et il s'avère que le book performe plutôt bien et il génère environ entre 10 et 20 ventes par jour aux dernières nouvelles. Parce que du coup, je fais un petit suivi, je regarde ce qu'il fait, je regarde comment il performe. Et là, il va sortir un deuxième book bientôt et ensuite le bundle qui rejoint les deux books, qui fait du coup un troisième book. Et en termes de revenus, je pense que il doit faire environ du 50 à 60 dollars par jour juste avec ce book-là. Et sachant qu'il va créer un deuxième et ensuite le bundle, Ouais, donc déjà 1500 voilà, par mois. ouais, il fait du 1500 par mois du coup. Et là, il va créer un deuxième et un troisième. Euh, et ouais, du coup, ça va compound, ça va permettre pour lui de créer en fait un revenu supplémentaire alternatif qui est super intéressant. C'est-à-dire que là, il travaille à Bangkok et là, il va quasiment faire mieux que son salaire actuel, tu vois, alors que c'était juste un side gig comme ça. C'est ça qui est intéressant avec ce type de business aussi. C'est comme tu disais, alors la stratégie de base, c'est de trouver une niche, créer un livre, un deuxième livre un peu euh, bref, La un même sujet thématique, qui est quoi. similaire, ouais, même thématique, et après faire un bundle pour vendre ces deux livres ensemble. Et il y a aussi une email list que tu crées pour avoir des reviews. Et en fait, si ça fonctionne toujours, ouais, tu as une email list que tu crées pour avoir des reviews sur ton livre et qui fait qu'il va être mieux ranké. Et en fait, le fait de sortir énormément de livres, à la fin, tu vas avoir une énorme email list qui va faciliter toutes les publications de livres et tu vas avoir des revenus beaucoup plus rapides, tu vas avoir des reviews beaucoup plus rapides, tu vas ranker beaucoup plus rapidement dans Amazon. Et comme tu dis, compound, tu vois cet effet boule de neige qui est assez incroyable en publication. Et donc, cette personne, en l'espace de combien de temps du coup? Bah, elle a commencé mi-juin, fin juin, et lancé le book en septembre. Et là, du coup, il y a les premiers résultats qui sont arrivés récemment. Donc en l'espace de 2-3 mois en fait. Et, euh, et c'est vraiment, je trouve que c'est un bon business case parce qu'en fait j'ai aussi essayé de motiver d'autres amis que j'ai à Paris pour voir parce que il s'avère qu'ils avaient aussi du temps et en fait au final ils sont pas forcément motivés pour le faire. Je me suis dit bah tu vois c'est un bon exemple où tu prends une personne qui n'a jamais rien fait dans ce type de business et d'avoir quand même tu vois un résultat qui est relativement intéressant. Ensuite, effectivement, j'ai assuré un peu de suivi, où je l'ai un peu aidé, tu vois, pour faciliter le process. Et je lui ai fait profiter de mon expérience en lui donnant des petits ajustements. Mais déjà, il était très indépendant et très autonome. C'est-à-dire que il avait déjà des bonnes idées, la couverture était vraiment de très bonne qualité, etc. J'ai pas eu vraiment besoin de lui donner beaucoup de, faire beaucoup d'assistance. Et ouais, donc je trouve que c'est vraiment un très bon exemple, comme quoi tu t'es pas forcément obligé de passer par un parcours qui soit super laborieux. Tu peux aussi arriver sur un business model si tu essayes qui se passe très bien dès le début. Et surtout si tu es, on va dire, bien entouré, si tu as des personnes autour de toi qui ont réussi dans un business model sur lequel tu es intéressé, tu peux potentiellement voilà leur demander de tu vois d'essayer ou de t'aider ou au moins de te guider, tu vois. Et je sais par exemple qu'Antoine il était aussi intéressé pour tu vois essayer le business model potentiellement. Euh, tu vois, je pense que c'est relativement accessible pour les débutants qui n'ont jamais essayé ce type de business. Et encore plus facile pour les personnes qui ont déjà eu des business en ligne, qui ont déjà eu des expériences positives, parce que tu retrouves à peu près les mêmes étapes et le même état d'esprit que par exemple, tu vois, l'édition de site où on trouve beaucoup de parallèles.
C'est ça qui est intéressant. Comme tu dis, tout éditeur de site, comme bah, Antoine qui a déjà son équipe, tu vois, il a déjà les rédacteurs. Ils sont au courant de la recherche de mots-clés, comment tu structures un article. Il y a des différences hein, d'écrire un livre. Mais c'est vrai que tout éditeur de site peut arriver dans ce business-là, de publishing, avec déjà de très très bonnes bases. Tu vois, c'est comme moi, hein, quand j'ai fait mon premier livre, j'ai pas écrit un mot. J'ai pris ma rédactrice que j'avais, une rédactrice anglaise que j'avais sur mon site anglais, et elle a rédigé le livre. Donc, c'est vrai que tu as quand même pas mal d'avantages à déjà avoir un business comme celui-ci. Écoute, merci beaucoup Arnaud pour ton temps, pour avoir expliqué ce business model qui est vraiment méconnu en France, j'ai l'impression, et l'avoir décortiqué, nous avoir partagé donc ta façon de créer des process, recruter, manager toutes ces personnes-là, ton expérience de start-up et de VC dans dans la crypto. Est-ce que tu peux dire peut-être où on peut te trouver si tu as envie d'être trouvé? Je suis assez off média, social media. Euh, euh, je sais Vas-y, pas pas. de souci. Je suis pas vraiment social media public. Ouais, non, t'as raison. Et non, bah du coup, de toute façon, je couperai ce truc comme ça sera fait. Mais je vais quand même partager que s'il y a des questions de ton audience, de commenter la vidéo sur YouTube et je passerai un peu de temps pour répondre et peut-être tu vois contacter les personnes qui veulent en savoir plus et les aider, les conseiller au moins, tu vois, pour avoir un certain follow-up et tu vois aider ton audience s'ils veulent en savoir plus sur le publishing. Eh bah, ça, c'est très très cool. Et du coup, n'hésitez pas à commenter, poser vos questions et il répondra quand il aura le temps. Parce qu'Arnaud n'a rien à vous vendre. Il a vraiment pris son temps C'est ça. ici. J'ai pas de cours, Pour... Non, t'as pas de formation, tu devrais la sortir, tiens. j'ai pas de formation. Ouais. Et, non, non, il a vraiment pris son temps pour vous partager son expérience et son vécu et ce business model gratuitement et de toute bonne volonté. Donc, merci à toi, Arnaud. C'était avec plaisir en tout cas. Merci à toi. On se revoit bientôt sur Bali, j'espère. Et d'ici Avec là, plaisir, ouais. profite bien de Bangkok. Merci. Allez, ciao.